Bonjour et bienvenue dans le cadre des séries questions et réponses grâce à la pleine conscience intuitive. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique donc la pleine conscience intuitive, une démarche que j'ai développée depuis plus de 25 années. Au départ, ça s'appelait l'écoute imaginaire. C'est devenu la pleine conscience intuitive et j'enseigne depuis plus de 20 ans. Alors, il me fait plaisir donc, dans ce cadre de cette petite série-là, de répondre à des questions que des étudiants à moi ou des gens qui me suivent vont me poser. Alors, il faut savoir qu'il y a des questions d'ordre personnel qui me sont posées. Ça, je vais y répondre dans le cadre de consultations, mais également lors de webinaires dans lesquels, évidemment, des gens peuvent me poser des questions de façon générale. Alors, ces webinaires-là, évidemment, vous pouvez savoir à quel moment ils ont lieu en vous inscrivant sur le site thérapie-intuitive.com, en vous inscrivant soit au cas de conférence gratuite, soit au module 1 qui est gratuit également, soit un quiz. Vous avez plusieurs propositions qui vous sont faites gratuites et dans lesquelles vous pouvez donc bénéficier d'enseignements gratuits. Et une fois par mois, vous allez recevoir une invitation pour un webinaire qui a lieu une fois par mois et une conférence qui a lieu une fois par mois. Et ces deux événements-là vont vous permettre, si vous le souhaitez, de me poser des questions sur tous les sujets que vous souhaitez. Et évidemment, je vais y répondre en direct lors du webinaire ou de la conférence. Maintenant, dans le cadre de ces petites séries-là, questions et réponses, ce sont des questions que je juge qui sont importantes et qui sont peut-être effectivement assez importantes pour en faire un genre de petite conférence, de petits vidéos comme celui que je fais présentement. Et la question qui m'a été posée, c'est une question qui a plusieurs volets concernant comment peut-on avoir une position juste tout en étant spirituel, puis en étant conscient d'une situation quelque part d'urgence. Alors évidemment, quand je vous fais part de cette situation d'urgence-là, cette personne-là me faisait part évidemment de la situation de crise actuelle avec le COVID, et que vous connaissez tous, c'est une situation quelque part qui touche le monde entier, mais évidemment qui est plus particulièrement, bon, en France, il se passe beaucoup de choses quand même. C'est une personne qui venait de la France qui me posait cette question. Et évidemment, j'ai toujours été attentif beaucoup à ce qui se passe en France, puisque j'y vais régulièrement et que je suis quand même assez bien la situation. Donc, je comprenais quelque part ces réflexions. Je vais essayer donc de répondre par étapes aux thèmes en général qui sont posés. Dans un premier temps, j'aimerais peut-être parler à quelque part de moi, mon positionnement par rapport à cette situation-là concernant qu'est-ce qu'on peut faire avec la pleine conscience intuitive dans un contexte de situation comme celle-ci. Alors, je l'ai déjà dit et je vais le répéter que dans le passé, lors de conférences ou d'enseignements qui ont été proposés au grand public, je disais que, selon moi, euh, la situation de crise actuellement, ce que j'observais, c'est qu'on a tendance à développer une position d'horizontalité plutôt que de verticalité. La verticalité, dans la tradition chamanique, on nous enseigne que la base de l'enseignement intuitif repose sur le principe de l'enracinement. L'enracinement, c'est les deux pieds sur le sol, la tête vers le ciel, et dans lequel on reconnaît que dans cette position-là, il y a un échange énergétique qui se fait entre mon corps terrestre, l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie cosmique du ciel. À cette position-là va faire que je vais être une antenne qui va permettre à l'énergie de circuler à travers tout mon corps. Donc cette technique-là, qui est la pratique de l'enracinement, si vous ne l'avez jamais fait, je vous la conseille de l'expérimenter pendant au moins une semaine et d'évaluer de quelle façon, hein, qu'est-ce que ça fait dans votre corps, qu'est-ce que ça fait dans votre vitalité, dans votre état intérieur, etc. Souvent, c'est conseillé de faire un enracinement assez long, entre 20 et 30 minutes, pour vraiment prendre le temps de vraiment se déposer en exercice et de vraiment prendre le temps de le faire adéquatement. Alors moi, je propose évidemment d'utiliser l'imaginaire comme un véhicule me permettant d'habiter et de voyager dans mon corps pour permettre à l'énergie tellurique de la Terre et celle du ciel de circuler en moi. Et c'est comme ça qu'on va arriver à un enracinement plus conscient. C'est là qu'on parle de pleine conscience intuitive. Donc, pour moi, ça reste et ça demeure une pratique fort intéressante dans un contexte comme celui-ci, pour la simple raison qu'en étant dans une position de verticalité, nous ne sommes pas en train de réagir à ce qui se passe d'une façon démesurée. C'est-à-dire qu'on apprend à reconnaître qu'il y a une position de verticalité qui fait que j'apprends à assumer qui je suis et assumer ce qui se passe en moi. Et je ne tente pas justement de prendre ce qui se passe en moi, par exemple mes peurs, pour les distribuer ou les diffuser vers l'extérieur. Parce que quand je fais ça, hein, prendre quelque chose qui est en moi et de le projeter vers quelqu'un, c'est un phénomène de projection, mais c'est un phénomène aussi d'horizontalité, c'est-à-dire que mon énergie, au lieu de la garder en moi et de me soutenir par elle, je vais tendre à prendre cette énergie-là puis la distribuer vers l'extérieur. C'est comme le principe de tomber amoureux. Et tomber amoureux, c'est une position où je suis vertical. Et quand on tombe amoureux, bien évidemment, on perd pied. Et quand on perd pied, c'est-à-dire qu'on tombe dans les bras de l'autre et l'autre va se retrouver dans une position
où ils peuvent donc prendre pouvoir de ça, ou ils peuvent partir en courant parce qu'ils vont trouver ça trop lourd comme situation, etc. Donc, l'idéal amoureux, c'est deux êtres humains qui vont se mettre dans une position de verticalité et qui vont pouvoir partager la relation amoureuse, non pas en tombant l'un sur l'autre, mais en étant capable de s'assumer et de pouvoir partager une zone commune. Et c'est cette zone commune-là qui va faire que la relation amoureuse va pouvoir exister et qu'elle va pouvoir aussi se nourrir puis se développer. Si on tombe amoureux l'un sur l'autre, bon, on crée de la dépendance et cette dépendance-là peut être moins favorable à une relation adulte entre deux êtres humains, puisque quand on dépend de l'autre ou on projette sur l'autre des choses, bien, on développe des relations de dépendance et de non-authenticité, je dirais, dans la relation. Si on regarde ça d'un point de vue plus collectif maintenant que la situation de crise actuelle, on comprend que la position de verticalité nous enseigne quoi? Elle nous enseigne justement de faire confiance à notre monde intérieur, d'apprendre justement à s'assumer en tant qu'individu et d'être donc soutenu par une société, par exemple, qui va valoriser l'individualité, non pas d'une façon individuelle, hein, mais une façon individuelle, c'est-à-dire qu'on va demander à l'individu d'avoir une certaine forme de responsabilité individuelle et que cette responsabilité individuelle va faire que d'autres êtres humains vont pouvoir aussi partager une responsabilité individuelle et que dans ce contexte de responsabilité individuelle, il y a des zones de partage, donc de communauté, de collaboration, de compréhension que cette personne-là a une responsabilité, moi j'ai une responsabilité, puis évidemment, ensemble, on peut avoir une responsabilité commune qui va faire que la société va bien fonctionner. Alors, quand on regarde ce qui se passe actuellement dans la situation du coronavirus, par exemple, de la situation de crise mondiale, on constate une chose, c'est que les gouvernements, d'une façon générale, nous demandent à l'individu que nous sommes, qui devrait être dans une position de verticalité, nous demandent à quelque part de nous mettre dans une position que moi j'appellerais de soumission, en quelque sorte, puisque le gouvernement semble pas considérer finalement les avis de diverses sources dans le monde. Et puis, il y a tendance, bon, il y a plein d'éléments, en fin de compte, je ne vous ai pas embarqué dans tout le domaine technique de la chose. Je pense que ceux qui suivent ce qu'on peut appeler le terme ne me vient pas, mais ceux qui annoncent, hein, qui se disent être des influenceurs, qui se disent être désireux donc de transmettre des informations quelque part qu'on ne retrouve pas dans les médias classiques, vont avoir une somme d'informations à vous transmettre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller en voir plusieurs. Alors, c'est pas parce que moi, par exemple, pour répondre à des questions, une des questions qui m'a été posée à ce sujet-là, c'est pas parce que moi, je m'intéresse à plusieurs influenceurs. Je vais vous dire très franchement que je suis plusieurs personnes qui peuvent parler de la crise coronavirus d'une façon quelque part qui amène des questionnements. Et c'est pas parce que je les suis que je vais complètement tomber dans une forme de position d'horizontalité vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que je vais commencer à projeter des frustrations, des mécontentements contre le gouvernement, etc. Bien sûr que tout ça demeure intriguant, tout ça demeure questionnable. Et c'est ça, quelque part, que j'enseigne dans la méthode, c'est que la position de verticalité est une position dans laquelle on capte des informations, mais on ne va pas nécessairement les prendre, ces informations, pour les distribuer, les diffuser vers l'extérieur inutilement. Pourquoi je dis ça? Parce que si je les diffuse inutilement, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire de la projection. Alors, dans les cas des influenceurs, il y a des influenceurs de toutes sortes. Il y en a qui vont favoriser beaucoup. Bon, on pourrait dire que le gouvernement français, par exemple, ou le gouvernement tout court, les gouvernements peuvent transmettre une certaine information associée à la peur concernant cette crise-là. Alors, ça nous met dans une position, on n'est pas dans une position de verticalité, puisque la peur qui nous est envoyée, bien inévitablement, si on est le moindrement, on raisonne le moindrement à la peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber dans une position de verticalité, d'horizontalité. C'est-à-dire qu'on va perdre de pied par rapport au gouvernement qui, lui, va nous créer de la peur. Donc, en nous mettant de la peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir se soumettre à lui. Et si on se soumet à lui, bien évidemment, on perd position d'autorité envers nous-mêmes, puisqu'on devient soumis à l'autorité gouvernementale. Donc, c'est évident que dans un contexte de pleine conscience intuitive, la situation mondiale ne favorise pas ça. Je vous dirais, c'est pas une bonne nouvelle, mais je vous dirais que depuis bien longtemps, c'est comme ça. C'est pas très nouveau. Actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est un reflet de ce qui se passait hier, avant-hier, etc. C'est-à-dire qu'on était tous, d'une certaine façon, endormis, puisqu'en tant qu'individu, on fonctionne dans une société dans lequel on est régimenté dans une société. Et cette régimentation-là, ben, quelque part, on a appris à vivre avec parce qu'on pouvait relativement être confortable à l'intérieur d'elle. Mais ça ne peut pas dire pour autant qu'on est dans une position de verticalité. Ça, je le tiens à le dire. Donc, cette position actuelle qui peut être contestable demeure pas moins une position finalement qui n'est pas si étrangère à ce qu'on a vécu hier, puis avant-hier, etc. Donc, ça, c'est une chose que j'aimerais dire, puis que, évidemment, cette position de verticalité est une position qui
hier, avant-hier, puis il y a 5 ans, puis il y a 50 ans, puis il y a 100 ans, reste une position que l'être humain doit développer. Maintenant, si on ne l'a pas développé hier, puis si on ne l'a pas développé aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'individu, nous avons un manque de maturité. Et je m'inclus complètement là-dedans. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis mieux que vous, là. On est tous dans le même bain. On est dans c'est un problème de conscience collective humaine qui n'a pas encore apprise à se mettre dans une position de verticalité. Tout simplement parce que, socialement parlant, l'être humain n'a pas développé de pédagogie autour de ça, on n'a pas conscience de ça, on a plutôt tendance jusqu'à maintenant à être une société qui a cherché justement à ne pas respecter la nature, d'une part, à ne pas respecter l'humain, d'autre part. Puis évidemment, ce qu'on vit actuellement, cette crise-là, ben, quelque part, c'est un reflet, c'est une conséquence de cette logique-là. C'est-à-dire que plus la société avance, bien, plus à quelque part des forces, des pouvoirs monétaires se sont développés, des forces, des gens qui ont un certain pouvoir sont devenus assez élevés au niveau du pouvoir pour être capables justement de pouvoir envisager, de mettre en place un système de contrôle plus important pour pouvoir justement se percevoir un peu comme des dieux. Et pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont peut-être lu le livre Le livre Le Messager est un livre que j'avais écrit il y a plusieurs années et dans lequel je parlais quelque part d'une forme de potentiel futur dans lequel il y a un être qui se présenterait comme un dieu. Cet être qui se présenterait comme un dieu, bien évidemment, il y aurait des conditions favorables pour qu'on le perçoive comme un dieu, comme un sauveur, parce qu'effectivement, cet individu-là se présenterait comme celui qui a des solutions à transmettre auprès de la communauté humaine. Alors évidemment, actuellement, on peut envisager que toute personne qui va se présenter à nous avec une solution, par exemple, d'un vaccin, alors qu'on nous fait peur continuellement par rapport à la situation, ben, va nous apparaître comme étant un être qui va être un sauveur, en quelque sorte. Alors, c'est des liens que je fais comme ça pour faire comprendre, encore une fois, que la position de la pleine conscience intuitive n'est pas une position spirituelle, dans le sens qu'on doit être spirituel. C'est une position, quelque part, où on doit être humain. Humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vivant. Et qu'on est vivant, ça veut dire qu'on est capable de gérer nos émotions, nos états d'âme, et ne pas raisonner avec ce qui se passe autour de soi. Parce que si je raisonne avec ce qui se passe autour de moi, ça veut donc dire quelque part que je deviens finalement quelqu'un qui tombe dans l'horizontalité. Et l'horizontalité fait de moi un être qui est prisonnier de ce que j'appelle la trame astrale, la trame psychique collective. C'est quoi cette trame psychique collective? C'est que depuis le début des temps, l'être humain que nous sommes tous, fait de chair et d'os, sans qu'on s'en rende compte, on a émis à quelque part des pensées, des émotions, etc., des mémoires, finalement, qui se sont retrouvés dans ce qu'on pourrait appeler un univers super lumineux, c'est-à-dire un univers parallèle au monde terrestre qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est un univers dans lequel il y a une forme d'accumulation d'informations émotionnelles, psychiques, etc., qui s'est développée et que nous, avec l'évolution de l'humanité, bien, inévitablement, cette trame-là s'est énormément grossie, puis à un moment donné, elle a atteint un certain niveau de maturité, pourrait-on dire, c'est-à-dire que cette mémoire-là est devenue un micro-organisme intelligent, on pourrait l'appeler comme ça, et cet micro-organisme intelligent-là, bien, quelque part, devient finalement animé, pourrait-on dire, par une intention justement de vouloir quelque part dominer l'être humain terrestre, physique, celui que nous sommes actuellement dans le monde terrestre, et que dans ce sens-là, bien évidemment, le processus dans lequel on est actuellement est une confrontation, je dirais, entre la force mémorielle qui atteint une certaine maturité. Et cette force mémorielle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement tout ce qu'on peut appeler la dimension humaine à son niveau le plus primitif. Les forces de vie, tu sais, quand on décède, à quelque part, on ne veut pas mourir. Donc, ça en a fait partie. Toutes les peurs, toutes les colères, la violence, bon, tout ce qui est un peu animé par l'aspect animal de l'humain se retrouve énormément fortement habité dans ce monde-là. Pourquoi? Mais parce que les émotions les plus fortes qu'on le retrouve chez l'être humain sont souvent des émotions qui sont associées à ces dimensions instinctives-là et primitives. Donc, quand on dit qu'on est actuellement dans un niveau d'évolution, on parle souvent de processus d'ascension qui se fait actuellement chez l'être humain. Moi, ce que j'ai tendance à plutôt dire, c'est qu'on a atteint une certaine maturité dans le processus mémoriel de l'humanité. Et ce processus mémoriel-là, maintenant qu'il a atteint cette maturité-là, a la capacité d'influencer l'humain et de prendre contrôle sur lui. Quand je dis prendre contrôle sur lui, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que si l'être humain parvient à se libérer de cette mémoire-là, quelque part de cette pollution mémorielle-là, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se dégager
de cette pollution-là, puis s'il s'en dégage, il va se retrouver dans une relation avec le vivant avec le grand V, on pourrait l'appeler Dieu, on pourrait l'appeler l'intelligence universelle, qu'importe comment on veut l'appeler, mais inévitablement, on a accès à quelque chose qui dépasse la conscience humaine. Et si on a accès à ce quelque chose-là, ça nous ramène vers la vie, ça nous ramène vers la planète Terre, vers l'organisme vivant qui est la planète Terre, ça nous ramène vers une volonté que l'on a de donner à la vie à la planète Terre, de donner la vie à l'être humain, de commencer à respecter davantage la vie. Alors c'est ça quelque part qui est le grand dilemme qui se passe actuellement, selon moi, avec la crise. C'est qu'il y a donc deux forces qui se manifestent, qui sont présentes, des forces qui sont simplement des forces primitives humaines, qui ont été générées par l'être humain. Donc nous sommes responsables de cette force primitive-là. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler. Parce que si on est dans une position de verticalité, on ne va pas commencer à dire c'est la faute des autres. Là. On doit reconnaître qu'on fait partie du problème et que ce problème-là est étroitement relié à nos propres pulsions émotionnelles, à toute cette dimension instinctive qui est en moi, qui a fait que moi, j'ai raisonné avec cette mémoire primitive qui est dans cet univers super lumineux et qui a fait quelque part que cette mémoire primitive-là, qu'est-ce qu'elle fait quand il y a des résonances avec moi en tant qu'être humain vivant, c'est qu'elle devient de plus en plus forte. Elle se nourrit. Et plus elle se nourrit, bien, plus évidemment, elle devient de plus en plus intense, de plus en plus puissante, de plus en plus forte. Puis évidemment, l'être humain devient de plus en plus prisonnier d'elle. Alors, c'est certain que dans ce contexte-là, cette maturité de cette conscience mémorielle-là fait qu'à un moment donné, il se dit, cette conscience mémorielle-là, bien évidemment, on atteint au niveau de la technologie chez l'être humain, dans le monde terrestre, dans le monde physique terrestre. Nous, en tant qu'être humain, on évolue dans la technologie, puis on en arrive à des technologies qui permettent d'envisager que ces mémoires-là, que la conscience mémorielle pourrait avoir un impact, pourrait avoir une certaine capacité de pouvoir renouer contact avec le monde terrestre, par exemple, par rapport à, si on pense à toute l'intelligence artificielle. Alors, toute l'intelligence artificielle, ce serait une façon, une interface qui permettrait à la mémoire, à cette mémoire-là, de pouvoir justement commencer à être en communication avec nous. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Que pour moi, ça, c'est le premier thème que je voulais aborder, c'était cette chose-là. Maintenant, on va aborder des thèmes plus concrets par rapport à ça, parce qu'évidemment, on pourrait se dire, c'est bien beau faire le constat de ça, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, les questions qui m'ont été posées par cette personne-là, justement, abordent tous ces thèmes-là. Donc, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, moi, dans une position de verticalité, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je ne vais pas chercher à biaiser l'information que j'ai. Alors, un des grands problèmes que l'on retrouve actuellement dans l'information qui circule dans le monde, c'est qu'il y a deux biais. Il y a le biais, à quelque part, des gens qui ont tendance justement à vouloir contrôler l'information, puis à dire nous sommes la seule source d'information valable. Ce sont le milieu journalistique, le milieu gouvernemental, etc., qui se présentent comme étant nous avons la vérité et qui ne se remettent pas en question. Ça, c'est un autre élément aussi qu'il faut observer. Il faut être objectif là-dedans. On voit bien que les remises en question ont été très, très rares actuellement. Je pense entre autres à la France, qu'il y a eu quand même des choses qui ont été contestables, qui ont été faites, puis il n'y a pas de grands mea culpa qui ont été faits. On a plutôt tendance à dire, ben moi, je ne suis pas responsable, je ne suis pas responsable. Il n'y a personne qui est responsable finalement de la chose. C'est quand même questionnable tout cela. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que de l'autre côté, il y a les influenceurs. Les influenceurs ont tendance, effectivement, eux aussi, à colorer l'information, c'est-à-dire à prendre un biais qui est le leur, où ils veulent démontrer quelque part ce à quoi ils croient. OK? Puis, entre les deux, il y a quelque part ce que j'appellerais le journalisme. Je vais l'appeler comme ça pour faire comprendre que le journaliste, c'est celui qui est un témoin d'une information. Il va donc transmettre de l'information et il ne va pas prendre un biais en donnant l'information. Il va simplement dire, ben voilà, ce qu'on dit, c'est ça. Puis vous faites votre propre réflexion. Moi, personnellement, je tends plus dans cette direction-là, c'est-à-dire que dans une position de verticalité, on tend à vouloir avoir une information qui est la plus objective possible. Et puis moi, ben, quelque part, je peux ensuite faire mon propre jugement par rapport à l'information qui m'est retransmise. Maintenant, si moi, je focus sur une source d'information, quelle qu'elle soit, ben, je risque effectivement de prendre un biais d'information qui va me faire négliger d'autres points de vue et ça va me faire fuir à quelque part ma position de témoin. Je vais me retrouver dans une position où je vais être biaisé de plus en plus. Ça va se faire même subtilement quelquefois. Et ça va se faire comment? Ça va se faire beaucoup par l'identification à l'information. Moi, si je suis convaincu que le gouvernement me dit que c'est vrai, ben, je vais être complètement vendu au gouvernement. Si je suis convaincu que les sources d'information, les médias classiques me disent que c'est vrai, ben, je vais être complètement vendu à ces informations-là. Si je suis vendu aux influenceurs, ben, je vais être complètement vendu aux influenceurs. Donc, vous voyez que tout ça, c'est une position d'horizontalité.
et non de verticalité. La verticalité n'est pas une position dans laquelle je vais m'identifier à l'information qui m'est donnée comme si c'était moi qui s'agissait. Non, je vais regarder l'information et je vais l'observer. Alors ça, c'est des choses quand même qui sont importantes. Maintenant, donc, je vais commencer à répondre aux questions qui m'ont été posées. Mais évidemment, j'ai déjà commencé, mais la première question qui m'était posée, c'était, bon, on parle beaucoup de non-violence, on parle beaucoup de, il ne faut pas être contre quelque chose, mais plutôt pour quelque chose qu'on veut mettre en place. Et puis évidemment, cette personne me disait qu'elle trouvait ça intéressant au niveau de la théorie, mais au niveau de la pratique, c'était pas facile de mettre en place. Alors, dans une position de verticalité, à quelque part, on doit comprendre une chose. C'est que dans cette position de verticalité, moi, je peux avoir donc des informations qui me transmettent des sentiments, donc des émotions que je vais ressentir, que je vais expérimenter en moi. Et ces émotions vont peut-être me faire comprendre que, par exemple, j'ai de la peur, j'ai peur parce que justement, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre liberté. Hein, que le gouvernement français, par exemple, est en train de développer une forme d'autorité envers moi et envers la communauté française. Et puis moi, ben, ça me fait peur de ça. Puis je me dis, bon, j'aurais un besoin qui vient avec ça. Le besoin, ce serait quoi? Ce serait de me dire, bon, ben, mon besoin, ce serait peut-être de me dire, ben, tiens, j'ai envie de collaborer avec une organisation qui représente une population française qui manifeste une intention de dire, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. La bonne nouvelle par rapport à la France, c'est que vous avez véritablement des solutions dans cette direction-là. C'est-à-dire que vous avez des regroupements de gens qui se sont mis en place, il y en a plusieurs, et qui prennent divers biais pour se faire valoir, pour se faire entendre, mais ils ont une intention quelque part de vous proposer des voies de solution. Alors moi, je me dis que ça peut être intéressant hein, de pouvoir prendre ces biais-là, de pouvoir justement s'investir dans ces groupements de gens-là, parce qu'en faisant ça, ben, vous êtes en train de découvrir quelque part que vous devenez actif. Vous n'êtes pas simplement passif dans le processus dans lequel vous êtes. Vous devenez conscient quelque part que vous pouvez faire quelque chose et un regroupement de gens est beaucoup plus puissant qu'un individu seul. Donc, je pense que je réponds un peu à la question qui m'a été posée concernant ça, hein, c'est-à-dire, c'est bien beau en théorie ces concepts-là, mais qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? Bien évidemment, dans la pratique, on prend le temps d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Et dans ce sens-là, bien évidemment, s'associer à des regroupements de gens qui ont des intentions de se faire entendre, ben, c'est une belle façon de mettre en place quelque chose qui va nous donner un sentiment qu'on est en train de répondre à un besoin qui est en nous et un besoin de se faire entendre aussi auprès d'un gouvernement, par exemple. Alors, je pense que c'est des voies intéressantes à reconnaître. L'autre aspect qui m'était donné comme par rapport à la réflexion qui m'était donnée, on parlait par exemple, elle parlait du gouvernement français qui était totalitaire, et évidemment, j'ajouterais aussi qu'il y a de la censure, évidemment, qui a commencé à se manifester d'une façon assez importante, en France plus particulièrement, et ailleurs probablement aussi. Je n'ai pas suivi le dossier d'une façon gigantesque, mais je constate quand même, et c'est malheureux, qu'il y ait de la censure. Alors la censure, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative, effectivement, de contrôler le flot d'informations qui circule sur le net. Alors, pourquoi on contrôle ce flot d'informations? C'est parce qu'à quelque part, on n'accepte pas justement que des gens donnent un avis différent par exemple, les sources gouvernementales et du journalisme. Alors évidemment, c'est questionnable ça, parce qu'évidemment, dans une position de verticalité, ben, moi, en tant qu'individu, je dois assumer à quelque part qui je suis, et si j'ai un avis, j'ai le droit de l'exprimer. Maintenant, si personne me suit, ben, je suis simplement un individu à part, un seul individu qui dit, ben, moi, je crois en telle chose, puis personne ne me suit. Donc, à quelque part, je n'ai pas d'impact. Si par contre, je dis quelque chose et que j'ai une somme importante de personnes qui me suivent, mais ça veut donc dire quelque part que ce que je dis résonne dans d'autres êtres humains. Et si ça résonne dans d'autres êtres humains, ça veut donc dire que ça stimule une envie de ces autres êtres humains-là de me suivre. Ben, ça veut donc dire que moi, je deviens leader et que ces gens-là deviennent à quelque part des gens qui auraient le désir de me suivre, advenant à quelque part des actions que je ferais pour me faire entendre davantage. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas anodin, cette censure-là, parce qu'évidemment, elle nous met dans une position, en tout cas les gens quelque part qui se font censurer, ça les met dans une position où ils sont des influenceurs réels, et que parce qu'ils sont des influenceurs, on essaye justement de les empêcher de se faire entendre, puisqu'on reconnaît quelque part que ces gens-là, qu'ils disent vrai ou qu'ils disent pas vrai, que d'autres êtres humains ont la conviction qu'eux ont raison. Et que c'est ça quelque part qui devient important, c'est de quelle façon qu'on peut parvenir justement à
à démontrer par exemple, ces gens-là auraient tort. Alors, c'est bien sûr qu'on a mis en place tout un système sur Internet de gens qui démontrent des informations, je ne sais pas leur terme, euh, qui essayent justement de démontrer qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, qui sont mises sur le net. Maintenant, euh, le net, à quelque part, il reste le net, puis je pense qu'on doit avoir le droit de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on veut sur le net. Maintenant, il y a énormément une responsabilité qui vient avec ça, et c'est certain, quelque part, que on doit se rappeler, finalement, qu'il y a trois types d'individus sur le net. Hein. Il y a ceux qui sont biaisés d'un côté, les autres qui sont biaisés de l'autre côté, et les troisièmes qui sont les gens, quelque part, qui transmettent une information vérifiable, et qui ne cherchent pas justement à nous amener dans un biais particulier, mais qui nous disent plutôt, ben, allez voir les ressources et prenez votre décision par rapport à ça. Mais voilà. Alors, je pense que c'est ça quelque part qu'il faut comprendre maintenant, c'est que vous devez reconnaître que vous, en tant qu'être humain, vous êtes en résonance avec des sources d'informations sur le net. Et ces résonances-là vont vous amener dans l'une ou l'autre de ces trois voies-là que je vous ai dites. Alors, la position de verticalité, c'est la position où je prends de l'information et que moi, quelque part, j'apprends à gérer mes propres insécurités, mes propres peurs, pour apprendre à en faire quelque chose de constructif. Qu'est-ce que c'est que constructif? C'est de reconnaître que oui, j'ai envie de faire des actions pour amener un changement dans ma vie ou dans la vie des gens autour de moi, parce que je considère que c'est important. Et habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'associer ou je vais mettre en place une organisation moi-même où je vais collaborer avec des gens qui ont fait cette démarche-là pour développer une collectivité qui vont avoir un impact sur la société, parce que plus on est de monde, admettons qu'il y a 1 million de personnes qui seraient d'accord pour s'associer à un regroupement, ben 1 million de personnes, ça commence à être significatif suffisamment pour que justement un gouvernement soit obligé d'entendre, soit obligé de reconnaître que ça existe, même s'il ne serait pas d'accord, même s'il pourrait dire que c'est du fake news, je ne sais quoi, 1 million de personnes, c'est suffisamment important pour commencer à avoir de l'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, actuellement, on dit qu'on vient d'une société totalitaire. Ben, c'est ce qu'on me disait dans la démarche. Je ne suis pas en désaccord avec ça complètement, mais ce que je dis, c'est qu'il est temps, d'autant plus que justement, on commence à avoir ces signes d'autorité-là, de justement faire valoir notre point de vue en manifestant justement des regroupements de gens, en créant des regroupements de gens qui ont suffisamment de population pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir commencer justement à mettre en place une puissance médiatique en fait, qui font que les gouvernements ne peuvent plus justement simplement dire c'est des fake news, c'est des conneries, c'est pas vrai, etc. Donc ça serait une partie des réponses que je donnais par rapport à cette personne, que je donnerais par rapport à cette personne-là, parce qu'elle me dit c'est quoi les solutions à proposer. Ben, je pense que c'est ça quelque part pour moi. J'en ai déjà parlé lors d'autres conférences, c'est que c'est bien beau critiquer, critiquer le gouvernement, critiquer la crise sanitaire, dire qu'on se fait manipuler, que Bill Gates veut ci, que Bill Gates veut ça, etc. Faire plein de trucs comme ça. Mais à un moment donné, il faut se dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec cette émotion-là? Parce que cette émotion-là que je fais quand je dis des choses comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir la matrice mémorielle dont j'ai parlé tantôt. C'est-à-dire que je suis en train de donner à la matrice mémorielle du pouvoir davantage, tout simplement parce que je suis dans une position de non-action. La non-action, ça veut dire quoi? C'est de vibrer avec une émotion. L'émotion de peur, l'émotion de conflit, l'émotion que j'ai l'impression que je me fais manipuler, ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est de l'émotion qui nourrissent la matrice. Donc, à quelque part, si on veut justement se sortir de ça, il faut retrouver la position de verticalité. Et la position de verticalité m'amène à reconnaître que moi, j'ai envie de transformer quelque part la vie qui existe, la tendance qui est en train de prendre actuellement la société, en collaborant avec d'autres êtres humains qui ont une motivation similaire à la mienne. Alors, si ça n'existe pas, on le crée. Si c'est déjà créé, on peut s'investir dans ce mouvement-là, on peut faire des actions, on peut faire des choses. Alors, je pense que quand on fait des choses, on laisse des marques sur le sol. Et marquer le sol de pas, c'est beaucoup plus puissant que de lancer des belles paroles. Moi, je peux lancer des belles paroles, mais si je fais rien avec des belles paroles, ben, quelque part, les belles paroles, ben, soit qu'on va être d'accord, soit on ne va pas être d'accord, mais ça ne change rien. Alors que si on a le monde concret, qu'on fait des actions concrètes, ben, on risque de provoquer des choses qui peuvent amener des changements. Ben ça, je pense que c'est important parce que l'enracinement, c'est ça que ça dit. Hein. L'enracinement, c'est pas juste une tête qui pense, c'est aussi un être qui a 2 pieds sur le sol et qui reconnaît qu'il a envie d'incarner un changement dans sa propre vie. Et ce changement-là, ben, il doit l'assumer, il doit l'incarner à la matière, sinon ça n'aura pas d'impact sur la planète Terre. Donc ça, c'était une des choses importantes. Elle me faisait part aussi qu'il y a beaucoup de gens qui lui disaient qu'il fallait avoir une attitude spirituelle par rapport à ça, donc soit faire de la prière, la méditation, il ne faut surtout pas alimenter les grégores négatifs qui se passent actuellement, donc il ne faut surtout pas justement nourrir des pensées négatives, etc.
Et puis évidemment, elle me faisait part que moi-même, elle m'avait vu bon, dans une préparation de conférence où j'écoutais un influenceur qui s'appelle Sylviano Trotta, pour ceux qui ne connaissent pas, que j'aime bien, au passage que je salue. Je pense pas qu'il m'écoute, mais bon, je le salue quand même parce que c'est quelqu'un que je trouve qui fait un beau travail. Et puis en même temps, bon, il y a toujours cette fragilité, hein, je dirais, tant pour lui que pour moi, que pour n'importe qui font des démarches de transmettre de l'information, c'est de garder cette position de verticalité qui est une position justement de justesse. La justesse, c'est de dire, je ne te dis pas comment penser, je te transmets de l'information. C'est à toi de réfléchir, c'est à toi de penser pour que l'information que je te donne, ben, tu arrives, toi, à te donner un avis là-dessus. C'est pas facile d'accepter ça. Parce que dans la société dans laquelle on est une société où depuis le début des temps, on manipule l'information. On manipule l'information parce qu'on est biaisé en tant qu'humain en général, parce qu'on veut convaincre quelqu'un de quelque chose. Quand on va dans un magasin, la personne va vouloir nous vendre quelque chose, et si elle n'est pas dans une position de verticalité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir nous vendre quelque chose. Et si elle veut nous vendre quelque chose, j'essaie une robe, j'essaie un pantalon, ça ne me va pas du tout bien, objectivement, mais la personne va me dire ça me va super bien parce qu'elle veut me vendre le pantalon, ou elle veut me vendre la robe si je suis une femme, etc. Donc, vous comprenez ici qu'on vit dans quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui concerne toute la notion de survie. Comment je peux survivre? Bien souvent, c'est en profitant de quelqu'un, en faisant croire à quelqu'un quelque chose. Et c'est là, quelque part, qu'on tombe dans une espèce de dynamique malsaine qui touche exactement ce qu'on est en train de vivre. Cette dynamique malsaine qui fonctionne sur une société, quelque part, qui a un certain pouvoir. Un pouvoir sur qui? Mais sur les individus. Et les individus, quelque part, doivent vivre, eux, parce que justement, ils doivent faire gagner leurs sous, etc. Donc, quand on fait un confinement, par exemple, total, comme on le fait il n'y a pas si longtemps, c'est évident que ça a des impacts majeurs sur une société. Et c'est certain, quelque part, que ça amène inévitablement une réflexion sur vers quoi on s'en va, hein, vers quoi on s'en va, parce que quelque part, si à chaque fois qu'un vaccin, un virus vient sur la planète Terre, puis que ce vaccin, ce virus-là s'avère bon être à tuer des gens, c'est toujours très malheureux, mais que bon, à quelque part, il faut évaluer la part de risque, etc. Puis je pense que c'est ça qui va, hein, on va éventuellement, hein, on va arriver à une étape où on va prendre un recul par rapport à tout ça, et on va pouvoir poser un regard sur tout ça, je pense, hein, en tant que collectivité, et que ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui en ressortira, surtout si on parvient à passer à travers. Hein. Passer à travers, pour moi, c'est de nous renouer contact en tant qu'humanité avec une position de verticalité et non une position d'horizontalité, puisque l'horizontalité, qu'est-ce que c'est? C'est les bons et les méchants, encore une fois. Les bons, c'est qui? Ben, c'est ceux, bon, ça dépend de quelle position qu'on a, mais il y a des bons ou des méchants qui sont perçus, qui se perçoivent parce qu'ils portent des masques ou ils ne les portent pas, et vice-versa. Alors, on tombe dans une position, quelque part, où on est en train de s'entretuer s'entre-juger à quelque part, et cette position-là est une position de, justement, d'horizontalité et non pas de verticalité. Alors, il faut se rappeler quelque part que ces notions-là sont vraiment fondamentales, et pour revenir sur la question sur la spiritualité, où on dit, bon, il ne faut pas alimenter les grégores, etc., il faut faire la prière, la méditation, c'est intéressant comme idée, mais il faut comprendre une chose. Pourquoi je vais faire de la prière? Pourquoi je vais méditer? Pourquoi je ne vais pas alimenter les grégores? Le simple fait que j'identifie le pourquoi, parce que c'est bien possible que je fais de la prière parce que finalement, j'ai peur. Je fais de la méditation parce que finalement, j'ai peur. Je ne veux pas alimenter les grégores parce que finalement, j'ai peur. Alors, quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais finalement? Je suis en train de raisonner avec la matrice mémoriale dont j'ai parlé tantôt, qui, elle, va simplement me nourrir dans cette peur-là. Alors, vous voyez, c'est là que ça devient subtil de comprendre que moi, en tant qu'être humain, dans le monde terrestre, je peux prendre des décisions. Ces décisions-là peuvent me donner l'impression que ce sont des bonnes décisions. Par exemple, je fais la prière parce que je sais que la prière va entraîner donc la paix dans le monde. Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'on peut me donner un exemple historique dans la conscience humaine où la prière a amené la paix dans le monde, par exemple? Vous voyez, alors c'est là qu'on revient justement sur l'idée de se dire, est-ce que c'est le meilleur moyen? Hein? Oui, bien sûr, je peux prier, mais est-ce que je peux faire autre chose que ça? Et c'est là, quelque part, évidemment, que dans la spiritualité a tendance, elle, à se déraciner de la matière. C'est-à-dire à mettre l'emphase sur, par exemple, ben, dans un autre univers, il existe un monde de paix et d'harmonie. D'accord? Mais moi, je vis sur Terre. Alors, qu'est-ce que je fais sur Terre? Ah, ben, tu vas simplement faire confiance parce qu'un jour, l'ascension va nous amener là. OK? Alors, vous voyez que là, c'est là qu'on se met dans une position où on se déracine de notre pouvoir humain. Et c'est dangereux parce que ce déracinement-là va faire quoi? Mais va faire qu'on va nourrir, en quelque sorte, on va accepter, en fin de compte, on va tolérer le contrôle qui est en train de prendre forme dans le monde actuellement, sur le monde terrestre. Donc, il faut apprendre à retrouver une position de justesse.
Cette position de justesse, c'est dans la verticalité qu'on va la retrouver. Et c'est le seul moyen pour moi de parvenir justement à trouver une position juste, c'est de commencer à comprendre que si on veut effectivement être dans une position de justesse et on a besoin de travailler avec des gens qui sont dans la justesse, et donc de collaborer dans une communauté collective de gens qui vont créer une zone de partage et dans laquelle cette zone de partage-là va faire qu'on va créer un mouvement. Alors évidemment, je ne vous dis pas que le mouvement doit être parfait, mais je vous dis à quelque part qu'une collectivité, c'est ça qui va avoir un impact social actuellement. Alors ça, c'est un élément important que je crois qu'il faut bien cerner. Puis effectivement, donc, de bien comprendre qu'à travers ce mouvement de masse, de mouvement de puissance collective, on risque effectivement d'avoir un impact beaucoup plus important au niveau des gouvernements que si on est simplement chacun de notre côté individuel en train de crier puis de dire autoritarisme, autoritarisme, ça ne sert à rien. Hein, parce qu'on est un individu qu'on crie autoritarisme qu'on va changer quelque chose. Par contre, si on est des millions de personnes qui crient autoritarisme, puis qui reconnaissent quelque part qu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, et qu'on se met dans une position de force intérieure, et non pas de peur, mais qu'on reconnaît quelque part notre pouvoir en termes de collectivité, bon, on devient quelque part une puissance. Et cette puissance-là risque de beaucoup plus avoir d'impact sur la société. Et pour ça, il faut être dans une position de verticalité. Je le répète, la verticalité est une position justement où on ne raisonne pas que la mémoire. La mémoire, il faut comprendre qu'elle résonne avec quoi? Elle résonne avec l'histoire humaine. L'histoire humaine nous ramène à quoi? En France, par exemple, vous pourrez penser à la Révolution française, vous pourrez penser à plein de choses qui se sont passées dans votre histoire. On pourrait penser également dans l'histoire collective à plein de choses aussi qui se sont passées dans l'histoire, qui nous ont ramené simplement toujours à quelque chose d'involutif, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous a pas amené vers un monde meilleur tant que ça. Quand on regarde, on a compris que l'être humain a développé des technologies plus avancées, a développé donc des habiletés technologique, mais d'un point de vue humain, on en est resté quand même un aspect, qu'on n'est pas loin de l'aspect grégaire de l'humain, là, quelque part. Donc, il faut comprendre que la transformation collective va passer par cette transformation, justement, de notre gestion de nos émotions, et pour ça, il faut comprendre que, pour être capable de faire ça, il faut commencer à reconnaître qu'on est des êtres humains lumineux, et ces êtres lumineux peuvent être une source de lumière s'ils sont capables de ne pas commencer à se laisser prendre par les émotions. Alors, c'est pas facile, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut apprendre justement à tendre vers un alignement de l'être que nous sommes et que cet alignement-là va nous aider justement à pouvoir collaborer tous ensemble pour amener une transformation collective la plus importante possible. Le dernier point, c'est qu'elle me disait qu'elle avait été encore vérifiée, bon, tous les commentaires de Bill Gates, en me disant que c'était comme clair, que c'était ses intentions, etc., etc., etc. Bien sûr, mais ça, c'est un peu, encore une fois, euh, on, on peut attribuer des intentions à quelqu'un. C'est une réalité. Bien sûr qu'on peut attribuer une réalité, puis on peut effectivement avoir une appréhension à se laisser prendre par... hein, si on voit quelqu'un qui veut faire quelque chose, ben on va se méfier de lui, en général. Hein. Alors, cette notion de méfiance, on ne peut pas lui dire avant qu'il l'ait fait, qu'il l'ait fait. Par contre, on peut, chercher à faire valoir qu'il y a des tendances, des indications qui semblent nous amener à voir qu'il veut faire quelque chose. Et c'est là, évidemment, que l'organisation collective dont j'ai parlé tantôt est une façon de développer une protection avant même que les choses se fassent pour justement ne plus être dans une position où on a l'impression à quelque part qu'on est impuissant ou impuissante. Alors moi, ce que je dirais, j'espère que j'ai bien répondu à la question, c'est que si dans ma démarche à moi, ce que moi je propose, c'est simplement la position de verticalité. Cette position de verticalité, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne justement à être maître de soi. Maître de soi signifie de gérer nos émotions le plus possible pour ne pas raisonner avec la matrice mémorielle dont j'ai parlé tantôt. Comme vous l'avez compris, cette matrice mémorielle, pour moi, a atteint une certaine maturité dans son évolution, et c'est ce qu'on voit comme reflet actuellement, c'est-à-dire que comme deux mouvements actuellement humains, le mouvement quelque part qui nous amène à nous dire, ben voilà, l'être humain est rendu à un niveau où il doit développer quelque chose, une étape supérieure, et cette étape supérieure, pour moi, c'est l'intelligence artificielle, et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une opportunité pour la mémoire de pouvoir justement être en relation avec l'humain d'une façon plus importante et de prendre pouvoir sur l'aspect humain et de renouer contact avec la dimension terrestre. Alors ça, c'est mon hypothèse. Hein. Et l'autre aspect qu'il faut comprendre de ça, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a le pouvoir, en se regroupant en collectivité, de pouvoir justement reconnaître que cette tendance-là, elle existe et qu'effectivement, nous, on doit protéger ça le mieux possible, de faire en sorte qu'on puisse évoluer en tant que conscience collective, en tant qu'humanité, d'une façon évolutive. Et c'est là, évidemment, qu'on peut nous sortir de la mémoire, hein, parce que si on commence à se libérer de cette matrice mémorielle-là, hein, parce que la matrice mémorielle, comme je disais tantôt, elle atteint un certain degré de maturité, mais je dirais qu'elle atteint aussi un certain degré de saturation, surtout. Et cette saturation fait qu'elle a de moins en moins de pouvoir sur l'être humain.
Alors, si elle a moins de pouvoir sur l'être humain, ça veut dire que l'être humain a potentiellement le pouvoir de s'en libérer. Et c'est pourquoi, justement, que cette démarche-là actuellement elle se fait, c'est pour assurer que l'humanité ne puisse pas atteindre son niveau d'évolution supérieur. Donc, on essaye de ramener l'être humain à un niveau inférieur, à l'amener à un niveau tellement inférieur qu'il y a une conscience, une intelligence artificielle qui pourrait se développer par-dessus l'être humain, qui ferait que l'être humain se retrouverait dans une position, entre guillemets, d'esclavagisme. J'exagère en le présentant comme ça. Et vous voyez, c'est ça un peu que je dirais par rapport à tout ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a actuellement le pouvoir de faire quelque chose. Ainsi, on fait rien, ben, on ne fera rien, puis à quelque part, on sera en train on subira les choses. Mais actuellement, il est possible de faire quelque chose, et tous ensemble, il est peut-être le temps de commencer justement à devenir conscient qu'il est possible de faire des transformations. Et ces transformations, bien, si on les fait, bien, elles vont nous permettre justement d'amener donc un monde meilleur à prendre forme. C'est ce que je nous souhaite. C'est un peu donc ma réponse que j'avais à transmettre concernant donc cette question sur la position de la spiritualité dans le cadre de la crise du COVID-19. À très bientôt. Au revoir.